Bienvenue à tous les passionnés d'automobile. On vous a préparé une édition spéciale de Deep Dive, spécialement pour les fidèles de Vintage Car Chronicles. Et aujourd'hui, on s'attaque à une légende, une voiture aussi mythique que controversée, la DeLorean DMC2. Vous la connaissez peut-être grâce à ses voyages dans le temps au cinéma, mais croyez-moi, son histoire va bien au-delà de Retour vers le futur. Préparez-vous à plonger dans les coulisses de sa conception, de sa production tumultueuse, et à découvrir l'homme derrière ce rêve audacieux, John DeLorean. Ah, la DeLorean. Un véritable symbole d'ambition démesurée, mais aussi de chute brutale. C'est fascinant de constater comment cette voiture incarne à la fois l'innovation et les conséquences parfois imprévisibles des choix audacieux. Tout à fait. Et pour bien comprendre cette histoire, il faut commencer par l'homme qui lui a donné vie, John Z. DeLorean. On ne parle pas d'un ingénieur lambda. DeLorean, c'était une star chez General Motors, le plus jeune directeur de division de l'histoire du groupe. Il a participé à la création de modèles mythiques, comme la Pontiac GTO, la première muscle car. Mais DeLorean avait une vision bien précise, celle d'une voiture éthique, à la fois performante et durable. Et c'est là que son côté anticonformiste entre en jeu. Imaginez, il quitte General Motors au sommet de sa gloire. Convaincu qu'il peut créer une voiture meilleure, plus innovante, en 1975, il fonde la DeLorean Motor Company, déterminé à réaliser son rêve. Et pour marquer les esprits, quoi de mieux qu'un design radicalement différent? Et là, il fait appel à un autre génie, le designer italien Giorgetto Giugiaro. La DMC-12, c'est son œuvre. Les portes papillons, la carrosserie en acier inoxydable, brosser la forme en coin. C'est un style qui crie futuriste, même aujourd'hui. Imaginez l'effet que ça devait faire dans les années 80. Giugiaro a su capturer l'essence même de la vision de DeLorean. Une voiture qui se démarque, qui brise les conventions. D'ailleurs, saviez-vous qu'il y a même eu des éditions limitées plaquées or? Un choix audacieux pour le moins? Oui, les fameuses DeLorean plaquées Iori. On imagine le prix que ça devait coûter or. Mais au-delà de cette carrosserie extravagante, il fallait une mécanique à la hauteur. Et pour ça, DeLorean s'est tourné vers une autre légende, Colin Chapman, le fondateur de Lotus. C'est intéressant de voir comment il a su s'entourer des meilleurs dans leur domaine. Chapman était un génie de l'ingénierie automobile, connu pour ses voitures de course légères et maniables. Pour la DMC-12, il a adapté le châssis et la suspension de la Lotus Esprit, un modèle réputé pour sa tenue de route exceptionnelle. L'idée était de donner à la DeLorean une agilité et une précision dignes d'une sportive. C'est fascinant de voir comment la DeLorean est née de la collaboration entre ces trois grands noms de l'automobile. Mais la route vers la production n'a pas été de tout repos. Loin de là. On a souvent entendu parler des problèmes de production de la DMC-12. Mais je me demande quels ont été les choix peut-être un peu trop ambitieux, qui ont mené à ces difficultés. DeLorean avait une vision très claire, mais certains de ses choix, aussi audacieux soient-ils, se sont révélés difficiles à mettre en œuvre. Par exemple, la décision de construire l'usine à Belfast, en Irlande du Nord, était loin d'être anodine. Ah oui, l'Irlande du Nord. C'était une région en proie à de graves troubles politiques et sociaux à l'époque. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Était-ce purement un calcul économique, ou y avait-il une dimension sociale? Une volonté de contribuer au développement de cette région? C'était un pari risqué, c'est certain. Le gouvernement britannique offrait d'importantes incitations financières pour créer des emplois dans cette région en difficulté. DeLorean y voyait un moyen de réduire ses coûts de production, tout en participant au développement économique local. Mais ce choix s'est accompagné de défis considérables. On imagine les difficultés. Former une main-d'œuvre nouvelle à la construction automobile, dans un contexte aussi instable. Cela a-t-il eu un impact sur la qualité de la production? Malheureusement, oui. La main-d'œuvre locale, bien que motivée, manquait d'expérience dans l'industrie automobile. Cela entraînait des problèmes de qualité, qui ont terni la réputation de la DMC-12 dès ses débuts. On a parlé de défauts de finition, de problèmes d'assemblage, des soucis qui ont coûté cher à l'entreprise. C'est dommage car sur le papier, la DMC-12 avait tout pour plaire. Mais parlons un peu de la mécanique. J'ai lu qu'au départ, DeLorean envisageait d'utiliser un moteur rotatif Wankel, une technologie très innovante à l'époque. Qu'est-ce qui l'a poussé à abandonner cette idée? Le moteur Wankel était séduisant sur le papier, compact, léger, puissant. Il collait parfaitement à l'image futuriste de la DeLorean, mais il présentait aussi des défis techniques importants, notamment en termes de fiabilité et de consommation. De plus, les normes anti-pollution américaines de l'époque étaient très strictes, et le Wankel avait du mal à les respecter. Donc, des contraintes techniques et réglementaires ont forcé DeLorean à revoir ses plans. Mais quel moteur a-t-il choisi finalement? Il s'est rabattu sur une solution plus pragmatique. Le V6PRV, un moteur franco-suédois, déjà utilisé par plusieurs constructeurs européens, il était fiable, relativement économique, et il répondait aux normes américaines. Mais il faut l'avouer, ses performances étaient loin de celles d'une vraie sportive. Beaucoup ont critiqué la DMC-12 pour son manque de puissance, la jugeant trop lourde pour son petit moteur.
Un choix qui a sans doute contribué à l'échec commercial de la voiture. Et si on ajoute à cela les problèmes de production et les dépassements budgétaires, la situation financière de DeLorean Motor Company a dû se dégrader rapidement. Absolument. DeLorean a tenté de trouver de nouveaux investisseurs, mais en vain. L'entreprise a fait faillite en 1982, mettant fin à l'aventure de la DMC-12. C'est une fin tragique pour une voiture qui avait tant de potentiel, qui avait suscité tant d'espoir. C'est vrai. Mais l'histoire de la DeLorean ne s'arrête pas là. Il y a eu un rebondissement inattendu, un véritable coup du destin. L'arrivée de Retour vers le futur. Ah oui, Retour vers le futur. Qui aurait pu imaginer qu'un film de science-fiction allait propulser cette voiture oubliée au rang d'icône de la pop culture boss. C'est fascinant de voir comment le destin d'une voiture peut basculer grâce à un simple film. Absolument infrablé. Mais avant de plonger dans cette seconde vie de la DeLorean, j'aimerais qu'on revienne un instant sur les difficultés de production. On a parlé du manque d'expérience de la main-d'œuvre. Mais y avait-il d'autres facteurs qui ont compliqué les choses? L'usine de Belfast était flambant neuve, dotée d'équipements de pointe. Mais la DeLorean était une voiture complexe à assembler, avec sa structure monocoque en fibre de verre et ses panneaux de carrosserie en acier inoxydable. La main-d'œuvre, même avec la meilleure volonté du monde, a eu du mal à maîtriser ces techniques d'assemblage peu conventionnelles. On imagine le casse-tête que ça a dû être run-up. Et comment DeLorean a-t-il réagi face à ces problèmes de qualité? A-t-il essayé de trouver des solutions? Il a mis en place des centres de contrôle qualité aux États-Unis pour tenter de rectifier le tir avant la livraison des voitures aux concessionnaires. Mais ces mesures coûteuses n'ont pas suffi à rattraper retard et à restaurer la confiance des clients. On comprend mieux l'ampleur des difficultés auxquelles DeLorean a dû faire face. Et pour en revenir au choix du moteur PRV, est-ce que cette décision a été uniquement dictée par des raisons pragmatiques? Ou est-ce qu'il y avait aussi une volonté de donner à la voiture une identité plus européenne, en rupture avec les muscle-cars américaines? C'est une question intéressante. DeLorean connaissait bien le marché américain, mais il avait aussi une admiration pour les voitures européennes, leur sophistication, leur maniabilité. Le choix du PRV s'inscrit peut-être dans cette volonté de proposer une alternative aux grosses cylindrées américaines, une voiture plus raffinée, plus économique. Il faut se rappeler qu'à l'époque, la crise pétrolière avait fait prendre conscience de l'importance de l'économie de carburant. Donc une sorte de pont entre deux cultures automobiles. Malheureusement, le résultat n'a pas été à la hauteur des espérances. Mais l'histoire de la DeLorean nous montre que même les échecs peuvent avoir des conséquences inattendues positives parfois. Tout à fait. L'héritage de la DMC-12 dépasse largement son échec commercial. C'est une voiture qui continue de fasciner, d'inspirer. Et c'est précisément ce que nous allons explorer dans la deuxième partie de notre Deep Dive. Restez avec nous. Alors on reprend notre exploration de la DeLorean et cette fois on plonge dans une période un peu plus sombre de son histoire. Sa chute est née de rien et les événements qui ont mené à la disparition de la DeLorean Motor Company. Oui, c'est un chapitre assez tumultueux, on va dire. On a déjà parlé des difficultés de production, du manque de succès commercial, mais il y a aussi toute cette affaire de trafic de cocaïne, l'arrestation de John DeLorean par le FBI, c'est digne d'un film hollywoodien. C'est le moins qu'on puisse dire. Imaginez un peu le contexte 1982, la DeLorean Motor Company est au bord du gouffre, les dettes s'accumulent, les investisseurs se retirent un DeLorean désespéré, cherche par tous les moyens de sauver son entreprise, son rêve, et c'est là qu'il commet une erreur fatale. Il se laisse entraîner dans une opération d'infiltration du FBI. Exactement. Le FBI, qui le soupçonnait déjà de malversation financière, lui tend un piège. On lui propose un marché qui semble trop beau pour être vrai, financer la relance de DMC en échange de sa participation à un trafic de cocaïne. DeLorean, acculé, prend une décision qui va sceller son destin et celui de son entreprise. C'est incroyable. On se demande ce qui passait par la tête à ce moment-là. Est-ce qu'il était vraiment impliqué dans des activités illégales ou est-ce qu'il a été manipulé, piégé par le FBI? Le mystère reste entier. C'est une question qui divise encore les experts aujourd'hui. Certains pensent que DeLorean était prêt à tout pour sauver son entreprise, qu'il a franchi la ligne rouge en s'associant à ce trafic. D'autres le voient comme une victime, un homme acculé qui a été manipulé par des agents fédéraux sans scrupules. Ce qui est certain, c'est que cette affaire a terni sa réputation et précipité la chute de la DeLorean Motor Company. L'arrestation de John DeLorean, c'est le coup de grâce pour DMC. L'entreprise dépose le bilan, l'usine de Belfast ferme ses portes. C'est la fin d'un rêve, la fin d'une aventure industrielle qui avait pourtant commencé avec tant d'ambition, tant d'espoir. Oui, c'est la fin d'un chapitre, mais pas la fin de l'histoire. La DMC-12 disparaît du marché, mais elle reste gravée dans les mémoires. Elle devient même un objet de fascination pour certains collectionneurs attirés par son design unique et son histoire rocambolesque. Un peu comme une voiture maudite, vous voulez dire, ou plutôt un trésor caché, un symbole d'une époque révolue. Je dirais plutôt une curiosité, un témoignage d'une époque où tout semblait possible, où l'audace et la créativité étaient à l'honneur, et puis quelques années plus tard, le destin s'en mêla. L'entrée en scène de Robert Zemeckis et de son film Retour vers le futur
Soudain, la DeLorean devient la voiture la plus cool du monde, capable de voyager dans le temps. C'est l'ironie du sort. N'est-ce pas une voiture qui n'a pas réussi à conquérir le public, devient un symbole du futur grâce au cinéma. C'est une renaissance inattendue, un retournement de situation digne d'un scénario de film qui aurait pu prédire qu'un film de science-fiction allait propulser cette voiture, oubliée au rang d'icône de la pop culture. C'est fascinant de voir comment une œuvre de fiction peut transformer l'image d'un objet, lui donner une nouvelle vie, une nouvelle signification. Mais comment expliquer ce succès? Qu'est-ce qui a fait que la DeLorean est devenue, Ella, voiture de retour vers le futur? Il y a plusieurs facteurs qui ont contribué à ce succès. D'abord, le design de la DMC-12 avec ses porte-papillons et sa carrosserie en acier inoxydable s'intègre parfaitement à l'esthétique futuriste du film. Elle a un look unique, intemporel, qui évoque à la fois le passé et le futur. Et ce n'est pas juste une question d'esthétique. La DeLorean dans le film, c'est bien plus qu'une simple voiture. C'est une machine extraordinaire capable de voyager dans le temps. Exactement. Et ce rôle, elle le doit en grande partie au personnage de Doc Brown, un scientifique excentrique et génial qui a transformé la DeLorean en une machine à remonter le temps. Il y a une alchimie parfaite entre la voiture, le personnage et l'histoire, tout concourt à créer un mythe. Et ce mythe, il est toujours bien vivant aujourd'hui. La DeLorean est devenue un objet de culte, représenté dans des jeux vidéo, des jouets, des séries de télé. Elle est même un symbole de la culture geek, un clin d'œil à une époque où l'on rêvait de voitures volantes et de voyages dans le temps. Absolument. Et cette popularité inattendue a même eu un impact sur le marché de la voiture de collection. Les DeLorean, qui étaient presque oubliées, sont devenues des pièces recherchées avec des prix qui ont flambé. C'est incroyable. On porte une voiture qui est un échec commercial, qui a failli disparaître dans l'oubli, et qui devient, grâce au cinéma, une icône de la pop culture. C'est Discord qui nous montre que le destin d'une voiture comme celui des hommes peut être rempli de surprises. Tout à fait, l'histoire de la DeLorean, c'est une leçon d'audace, de passion, mais aussi d'humilité. C'est une histoire qui nous rappelle que l'innovation ne garantit pas le succès, mais qu'elle peut laisser un héritage durable même dans l'échec. Et cet héritage, on va l'explorer plus en détail dans la troisième partie de notre Deep Dive. On va se pencher sur les détails techniques de la DMC-12, sur son impact sur le design automobile, et on va aussi parler de la renaissance de la marque DeLorean restée avec nous. On a parlé de l'histoire tumultueuse de la DeLorean, de sa chute et de sa renaissance inattendue grâce au cinéma. Mais maintenant, j'avoue que j'ai hâte de plonger un peu plus dans les détails techniques de la voiture. Sous cette carrosserie mythique, qu'est-ce qui se cachait vraiment? Est-ce que la mécanique était aussi audacieuse que le design? Ah, c'est une excellente question. La DMC-12 était certainement plus révolutionnaire dans sa forme que dans son fond. Prenons le moteur, par exemple. On a déjà parlé du V6 PRV, un choix pragmatique, mais qui manquait de punch pour une voiture qui se voulait sportive. Oui, avec ses 130 chevaux, il ne fallait pas s'attendre à des performances explosives. Mais j'imagine que ce moteur avait d'autres atouts. Fiabilité et économie de carburant, peut-être. Absolument. Le PRV était réputé pour sa fiabilité, un point important pour une voiture qui se voulait innovante. Et sa consommation était relativement raisonnable pour l'époque. Un argument de vente non négligeable pendant la crise pétrolière. Mais il faut admettre que ce n'était pas un moteur qui suscitait la passion, la fougue des grandes sportives. C'est un peu dommage car la DeLorean avait vraiment un look de sportif. Parlons maintenant de cette fameuse carrosserie en acier inoxydable. C'était vraiment révolutionnaire pour l'époque, non? C'était un choix audacieux qui a contribué à forger l'identité visuelle de la DeLorean. L'acier inoxydable, c'est un matériau durable, résistant à la corrosion, qui donne à la voiture un aspect unique, presque intemporel. Mais ce choix a aussi eu des inconvénients. Ah oui? Lesquels, par exemple? L'acier inoxydable est un matériau lourd, ce qui a affecté les performances de la voiture. Il est aussi plus difficile à travailler que l'acier traditionnel, ce qui a compliqué la production et augmenté les coûts. Et puis, il y a l'aspect esthétique. L'acier inoxydable ne peut pas être peint, ce qui a limité les options de personnalisation. Toutes les DeLorean sortaient de l'usine avec cette même couleur gris-acier, ce qui pouvait paraître un peu monotone pour certains acheteurs. C'est vrai. On imagine que certains auraient préféré avoir le choix de la couleur. Mais en même temps, cette uniformité, cette absence de fioriture, contribue à l'image futuriste de la voiture. Un peu comme une toile vierge prête à voyager dans le temps. Tout à fait. Et puis, il faut se rappeler qu'à l'époque, le minimalisme était en vogue dans le design. La DeLorean, avec ses lignes pures et sa carrosserie brute, s'inscrivait parfaitement dans cette tendance. Parlons maintenant de la structure de la voiture. J'ai lu qu'elle utilisait une technique assez particulière inspirée de la Lotus Esprit. Pouvez-vous nous en dire plus? Avec plaisir. La DMC-12 était construite sur une structure monocoque en fibre de verre, une technique légère et résistante, mais qui était assez inhabituelle pour une voiture de série. Cette structure était ensuite recouverte des panneaux de carrosserie en acier inoxydable. C'était une approche innovante, mais qui a aussi posé des défis en termes de production et de réparation.
On comprend mieux pourquoi la DeLorean a connu autant de problèmes de qualité. Mais malgré ses imperfections, elle a marqué l'histoire du design automobile. Manet. Sans aucun doute. La DeLorean, c'est une icône, un symbole des années 80. Une voiture qui a osé sortir des sentiers battus, qui a repoussé les limites du design. Son influence se ressent encore aujourd'hui dans certaines voitures modernes, même si c'est parfois subtil. On retrouve des éléments de son style, par exemple dans les lignes anguleuses de certaines sportives, dans l'utilisation de matériaux innovants. C'est comme si la DMC-12 avait ouvert une brèche, une nouvelle voie dans le design automobile. C'est une belle image. La DeLorean, c'est une voiture qui a rêvé d'un autre futur, d'une autre façon de concevoir l'automobile. Et même si elle n'a pas connu le succès commercial qu'elle méritait, elle a laissé une trace indélébile dans l'imaginaire collectif. Et elle continue de fasciner les nouvelles générations grâce au cinéma, à la culture populaire. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que la DMC-12 a influencé le design des voitures futuristes au cinéma? Je pense notamment à tous ces films de science-fiction qui mettent en scène des voitures volantes et vaisseaux spatiaux aux formes extravagantes. Je pense que oui, sans aucun doute. Après Retour vers le futur, beaucoup de designers se sont sentis libérés, autorisés à explorer des formes plus audacieuses, plus futuristes. La DeLorean a montré qu'on pouvait créer une voiture qui soit à la fois belle et fonctionnelle, tout en ayant un look unique, presque extraterrestre. C'est une belle contribution pour une voiture qui n'a connu que 2 ans de production. Finalement, l'histoire de la DeLorean, c'est une leçon d'audace, de passion, mais aussi d'humilité. Une histoire qui nous rappelle que l'innovation est un chemin semé d'embûches, mais qu'elle peut aussi mener à des résultats extraordinaires même dans l'échec. Tout à fait. La DeLorean nous a appris qu'il ne faut jamais cesser de rêver de repousser les limites du possible. Et qui sait ce que l'avenir nous réserve. La DeLorean Motor Company renaît de ses cendres avec de nouveaux modèles électriques en préparation. Peut-être que la DMC-12 n'a pas dit son dernier mot. C'est une perspective excitante. On a hâte de voir ce que cette nouvelle génération de DeLorean nous réserve. En tout cas, merci beaucoup pour cette plongée fascinante dans l'univers de la DMC-12. J'espère que nos auditeurs de Vintage Car Chronicles ont apprécié ce voyage dans le temps. N'oubliez pas que Vintage Car Chronicles, c'est tous les jours avec des histoires de voitures tout aussi passionnantes. À bientôt pour une nouvelle exploration.